Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 2 avril, je vous propose de revenir tout d'abord sur la visite du ministre de la Défense indonésien Prabowo Subianto à Pékin, peu après son élection à la présidence de la République et avant même son investiture à la tête de l'État. On ira ensuite dans le Pacifique, sur l'archipel des îles Fidji, où l'ex-premier ministre Frank Bainimarama, qui a instauré une dictature dans le pays en 2006 suite à un coup d'État militaire, échappe finalement à la prison malgré une condamnation en justice. On restera ensuite dans le Pacifique et plus précisément dans la région de Micronésie qui fait actuellement face à une grave crise de sécheresse. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique au Japon où le gouvernement a promulgué une loi qui vise à lutter contre la solitude. Le président élu et ministre de la Défense de l'Indonésie, Prabowo Subianto, a été reçu hier à Pékin par le président chinois Xi Jinping à l'invitation de ce dernier. C'est la première visite à l'étranger de Prabowo Subianto depuis sa victoire au terme de l'élection présidentielle du 14 février dernier, qu'il a remportée aux côtés du fils de l'actuel président Jokowi, Gibran Rakabuming. Mais ce qui rend ce déplacement très significatif, c'est qu'il intervient avant même l'investiture de Prabowo Subianto, qui doit avoir lieu en octobre prochain. Celui qui reste pour l'instant ministre de la Défense a déclaré qu'il était ravi de faire de la Chine le premier pays qu'il visiterait après son élection. Le média d'État chinois Xinhua a aussi rapporté que Prabowo avait affirmé qu'il soutenait pleinement le développement d'une relation plus étroite avec la Chine et qu'il poursuivrait la politique amicale du pays envers la Chine menée par son prédécesseur, le président actuel Joko Widodo. Le président chinois a de son côté félicité Prabowo pour sa victoire aux élections, avant de rappeler, je cite, « le développement rapide et fructueux des liens bilatéraux au cours de la dernière décennie sous la direction des chefs d'État des deux pays ». Car la Chine a beaucoup investi dans l'archipel indonésien sous la présidence Widodo, ce qui était parfois reproché au président indonésien par des critiques qui s'inquiétaient d'une possible dépendance économique et d'éventuelles ingérences. La Chine est ainsi devenue, au cours de ces dernières années, le premier partenaire commercial de l'Indonésie, et l'archipel indonésien est aussi la première destination des investissements chinois dans la région d'Asie du Sud-Est, avec 7,3 milliards de dollars américains investis en 2023. Le président chinois a cité l'exemple de la ligne ferroviaire à grande vitesse qui relie désormais depuis octobre dernier la capitale indonésienne Jakarta et la grande ville de Bandung qui fait partie du grand projet des nouvelles routes de la soie. Le Kereta Cepat Indonesia-China est un projet qui a coûté au total 7,3 milliards de dollars et qui a été mené par une joint venture entre un consortium indonésien de 4 entreprises publiques et la China Railway International Corporation. Des entreprises chinoises se sont par ailleurs déjà positionnées pour investir et développer la future nouvelle capitale, Nusantara, en construction sur la grande île de Kalimantan. Cité par le média d'État chinois CCTV, Prabowo Subianto a aussi déclaré qu'en matière de coopération dans le domaine de la défense, il considérait la Chine comme un des partenaires clés pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. Xi Jinping a aussi affirmé que la Chine était prête à renforcer la coopération stratégique avec l'Indonésie et à contribuer de manière positive à la paix régionale et mondiale. Toujours en matière de défense, le président élu indonésien a déclaré qu'il était décidé à mener à bien le programme de modernisation militaire, le Kekuatan Pokok Minimum ou Minimum Essential Force ou MEF, notamment en coopérant davantage avec la Chine dans l'industrie de la défense et en menant des dialogues constructifs avec la Chine. Le communiqué publié par le ministère de la Défense indonésien n'a toutefois pas mentionné les tensions en mer de Chine méridionale. Et notons qu'après son court séjour en Chine, où il a aussi rencontré le premier ministre chinois Li Qiang et le ministre de la Défense Dong Jun, Prabowo s'est envolé aujourd'hui pour le Japon, où il doit s'entretenir avec le Premier ministre Fumio Kishida et le ministre de la Défense japonais Minoru Kihara.
L'ancien Premier ministre des îles Fidji, Frank Bainimarama, qui a gouverné l'archipel pendant près de 2 décennies suite à un coup d'État militaire mené en 2006, a été reconnu coupable il y a une dizaine de jours dans un jugement de la Haute Cour pour entrave au bon fonctionnement de la justice dans une affaire liée à l'Université du Pacifique Sud. Il a toutefois été libéré et ne fera donc pas de prison. Après son coup d'État mené en 2006, Bainimarama, chef du Fiji First Party, avait été élu démocratiquement en 2014 puis réélu en 2018 avant d'être finalement battu lors des élections législatives de décembre 2022 qui ont abouti à l'élection au poste de Premier ministre de Sitiveni Rabuka. Dans le même procès, l'ex-commissaire de police Sitiveni Kihilo a été reconnu coupable d'abus de pouvoir et a écopé d'une amende de 1 500 $ fidjiens, mais d'aucune peine de prison, et a été libéré sous caution. Mais le jugement de la Haute Cour n'a pas fait l'unanimité et le procureur par intérim des îles Fidji a déjà fait appel de la décision pour Frank Bainimarama et Sitiveni Kihilo. Dans sa demande d'appel, soumise dans la même journée, l'État affirme entre autres que la peine prononcée pour les 2 défendants est manifestement clémente et critique le jugement selon lequel il n'y a pas eu de facteur aggravant contre les accusés. Frank Bainimarama avait été jugé coupable lors de la tenue du procès la semaine précédente, mais ce n'est que jeudi dernier que sa peine a été annoncée. Selon FBC, la radio publique fidjienne, l'ex-premier ministre a été reconnu coupable d'avoir entravé le bon fonctionnement de la justice, mais la juge, Seini Puamao, a considéré la santé de Bainimarama, âgé de 69 ans. Les 2 hommes risquaient pourtant des peines respectives de 5 ans pour Bainimarama et de 10 ans pour l'ex-commissaire de police. Bainimarama n'est toutefois pas totalement sorti d'affaire et est inquiété dans d'autres procès qui se tiendront au cours des prochains mois. Les États fédérés de Micronésie et d'autres États insulaires de la région font actuellement face à des conditions de sécheresse qui affectent l'accès à l'eau et à la nourriture pour des milliers de personnes. Radio New Zealand a fait remarquer que le US Drought Monitor, l'outil de surveillance américain sur la sécheresse, avait fait passer le niveau de sécheresse dans certaines régions de grave à extrême, notamment pour l'île de Yap aux États fédérés de Micronésie et sur l'atoll de Yoji dans les îles Marshall. Le média néo-zélandais indique que les champs de taro et de cocotiers s'assèchent et que les autres cultures jaunissent. Par ailleurs, un niveau de sécheresse grave touche aussi l'île de Guam, les Palaos et une partie des îles Mariannes du Nord. Une sécheresse qui serait due, selon London Idlet, météorologue cité par Radio New Zealand, au phénomène El Niño. Le bureau de l'UNICEF dans le Pacifique Nord a indiqué sur son site internet le 22 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, que 16 000 habitants des États fédérés de Micronésie, dont 6 400 enfants, étaient encore affectés par la sécheresse, avec un accès limité à l'eau propre depuis l'année dernière et des prédictions qui annoncent une détérioration de la situation au cours des prochains mois. Cité par l'UNICEF, le chef de son bureau dans le Pacifique Nord, Cromwell Bakareza, indique que les sécheresses ne sont pas un phénomène nouveau dans le Pacifique, mais que les périodes de sécheresse sont désormais plus fréquentes, plus longues et plus intenses en raison de la crise climatique. Il précise également que les familles qui dépendent de la collecte de l'eau de pluie sont particulièrement affectées et que celles qui ont accès à un puits étaient tout de même impactées car le niveau de salinité de l'eau des puits augmente. Par ailleurs, cet accès limité à l'eau propre a aussi un impact sur l'hygiène, les maladies et la nutrition des enfants et de leurs familles, en plus d'affecter leur éducation et leur santé mentale. Le gouvernement japonais a promulgué hier une loi pour lutter contre la solitude et l'isolement, des maux désormais bien identifiés comme un problème de société au Japon, puisque ce sont, selon des estimations, 39% de la population qui souffrirait de la solitude. Le texte qualifie d'ailleurs la solitude et l'isolement comme un problème pour la société dans son ensemble et rend obligatoire l'établissement par des gouvernements locaux de travailler à l'établissement de conseils régionaux qui organiseront des groupes de soutien pour les personnes qui souffrent de la solitude. Le quotidien japonais Asahi Shimbun précise dans son article publié aujourd'hui, qui comprend des témoignages très émouvants, que le gouvernement va former des personnes dans chaque région pour soutenir celles qui souffrent de la solitude et de l'isolement. Il est aussi question, dans le texte, de promouvoir la création d'une base de données visant à recenser les bonnes pratiques menées à travers le pays afin d'élaborer des mesures efficaces pour lutter contre le fléau de la solitude et de l'isolement. Le quotidien précise que la loi a été créée dans un contexte de pandémie de Covid-19.
De nombreux experts, pas seulement au Japon d'ailleurs, ont alerté sur le risque d'accroissement de la solitude et sur la détérioration de la santé mentale générée par les mesures de confinement et de distanciation sociale. En avril 2023, le quotidien japonais Yomiuri Shimbun avait présenté les résultats d'un sondage sur la solitude mené par le gouvernement en décembre 2022 sur 20 000 personnes âgées de 16 ans et plus à travers le pays. 40,3% des personnes qui avaient répondu à l'enquête affirmaient se sentir seules souvent ou tout le temps, parfois ou seulement de temps en temps. Un taux de 3,9 points de pourcentage plus élevé que celui de l'enquête précédente publiée en avril 2022. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.